Ma sœur, pleine d'un sentiment de droit, a exigé ma prime de travail parce que j'ai des enfants, et mes parents, d'une manière ou d'une autre, ont pris son parti. Alors, j'ai discrètement déplacé mon argent. Quand elle est revenue quémander à nouveau, tout a commencé par un steak et un verre de vin rouge. Nous étions assis autour de la table chez mes parents. Le dîner du dimanche, la chose habituelle, une fois par mois. Poulet rôti, purée de pommes de terre, quelques conversations gênées sur le temps et le travail. Je venais de raconter une histoire sur la façon dont mon équipe au travail avait pulvérisé nos chiffres du 4e trimestre. Le projet entier avait été une corvée, nuit tardive, matinée tôt, correction d'erreurs qui n'étaient pas les miennes, appel téléphonique le week-end. Mais cela avait payé. J'ai en fait reçu une prime assez décente. J'ai dit, je ne me vante pas, je constate juste un fait. J'ai souri, un peu fier. Ce n'était pas une fortune, mais c'était assez pour me détendre les épaules pour la première fois depuis des mois, assez pour rembourser quelques dettes, peut-être faire un petit voyage, mettre de l'argent de côté pour l'avenir. Puis j'ai entendu sa fourchette heurter son assiette. « Oh mon Dieu, alors tu dois m'en donner un peu », a dit ma sœur, en riant, mais pas vraiment. Je l'ai regardée, incrédule. « Quoi ? Je suis sérieuse », elle a poussé son verre de côté et s'est penchée comme si elle faisait une présentation commerciale. « Je veux dire, j'ai des enfants, Brian. Toi non. Tu n'as pas besoin de tout ça. » J'ai ri, pensant que c'était une blague. Elle ne souriait pas. « Les enfants coûtent cher », a-t-elle dit, et elle a regardé mes parents comme s'ils étaient ses choristes. « Tu n'aurais pas idée combien coûtent les couches et la garderie. Je veux dire, tu ne peux pas honnêtement rester là et faire comme si tu avais besoin d'une prime alors que ta vie, c'est juste toi. » La pièce est devenue silencieuse. Ma fourchette était à mi-chemin de ma bouche. J'ai regardé maman. Elle hochait doucement la tête, comme si tout cela était très raisonnable. « La famille est de la famille », a-t-elle dit, sa voix douce, comme si elle citait les Écritures. « Et tu as toujours été bon avec l'argent, chérie. Peut-être pourrais-tu simplement lui donner un petit coussin pour les enfants. » Papa a ajouté sans lever les yeux. « Elle est mère. Tu comprendras un jour. Ce qu'il y a à grandir en tant qu'aîné et à rester célibataire, c'est qu'on apprend à se débrouiller seul tôt. On apprend à ne pas demander. On devient bon pour nettoyer les dégâts qui ne sont pas les siens et pour être invisible quand les gens veulent briller. » Mais ce soir-là, j'ai senti quelque chose changer. Je me suis assis en arrière, j'ai posé ma fourchette et je les ai regardés tous les trois comme des étrangers dans ma propre famille. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste dit « excusez-moi » et je me suis levé de table. À ce moment-là, ils ont pensé que j'étais impoli. Ils ne savaient pas que c'était le début de la fin. Je ne suis pas allé loin ce soir-là, juste jusqu'à ma voiture. Je suis resté assis dans l'allée, le moteur coupé, les mains sur le volant, les yeux fixés sur le tableau de bord comme s'il contenait des réponses. Je n'étais pas en colère, pas encore. C'était plutôt un effondrement silencieux, cette réalisation maladive lorsque les personnes que vous aimez vous montrent, clairement, ce qu'elles pensent vraiment de vous. Pas un frère, pas un fils, pas un homme qui travaille tous les jours depuis l'âge de 16 ans. Non, juste un portefeuille avec un battement de cœur. Je n'ai pas beaucoup dormi en rentrant chez moi. Mon appartement était plus froid que d'habitude. Je me suis versé un verre que je ne voulais pas vraiment, puis je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon application bancaire. C'était une routine familière, vérifier les soldes, m'assurer que les factures étaient payées, voir jusqu'où j'étais arrivé depuis l'époque des nouilles instantanées et des colocataires qui ne nettoyaient jamais. Puis j'ai vu la notification, dépôt direct effectué aux primes de performance de fin d'année. La voilà. Des mois de nuit tardive, de week-end, de stress, de relations sacrifiées, et maintenant c'était à moi, et ils pensaient qu'ils y avaient droit. J'ai cliqué sur l'écran et j'ai transféré chaque dollar dans un nouveau compte d'épargne à haut rendement que j'avais ouvert ce soir-là. Banque différente, pas de relevé papier, aucun accès sauf le mien. Puis j'ai fait un pas de plus, j'ai bloqué mon crédit, changé mes mots de passe et supprimé la connexion partagée que mes parents avaient au cas où il y aurait des urgences. Cette partie a plus fait mal que je ne l'aurais cru. Je leur avais donné cet accès il y a des années, lorsqu'ils avaient des difficultés. Je n'aurais jamais pensé qu'ils s'en serviraient contre moi, mais j'en avais fini de jouer le rôle du fou fiable. Je n'ai pas répondu aux appels ou aux textos qui ont suivi au cours des jours suivants. Ils ont commencé légèrement, décontractés, puis le ton a changé.
Ma sœur en a envoyé un avec un tas d'émojis pleurant et une photo de ses enfants en pyjama, il te manque. Puis, tu ne peux vraiment pas épargner un peu juste pour les vêtements d'école? Et finalement, je ne sais pas qui tu crois être, mais tu es dégoûtant. Ma mère a appelé aussi, a laissé des messages vocaux, ne punis pas ta sœur juste parce qu'elle a des difficultés. Ce n'est pas le Brian que nous avons élevé. Elle avait raison. Ce n'était pas le Brian qu'ils avaient élevé. C'était celui qui avait finalement réalisé qu'il ne leur devait rien simplement parce qu'il avait réussi tandis qu'eux avaient choisi de rester en arrière. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai continué à avancer, tranquillement, régulièrement vers la vie que je savais que je méritais. C'était un jeudi lorsqu'elle s'est présentée à ma porte. Pas d'appel, pas de texto, juste un coup au fort, précipité, comme une livraison qui ne pouvait pas attendre. J'ai regardé par le Judas et je l'ai vue se tenir là, les bras croisés, le pied tapant comme si elle me chronométrait. Mélissa, ma sœur. J'ai ouvert la porte juste assez pour bloquer sa vue sur l'appartement derrière moi. Salut, ai-je dit. Elle ne s'est pas souciée des politesses. Pourquoi tu n'as pas répondu? J'étais occupé. Avec quoi? Ignorer ta famille. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi, laissant le loquet s'enclencher. Elle a jeté un coup d'œil vers le bas au son. Tu as déplacé l'argent, n'est-ce pas? Le voilà. Pas de bonjour, pas de « comment vas-tu » directement à la chose qui comptait le plus pour elle. J'ai haussé les épaules. C'est réglé. Sa voix est devenue aiguë. J'ai besoin de cet argent, Brian. As-tu une idée de combien il est coûteux d'élever 2 enfants tout seul? Je suis en train de couler. Tu n'es pas seul, ai-je dit. Tu as maman et papa. Elle a ricané. Ils aident à peine. Tu sais qu'ils sont inutiles avec l'argent. Je n'ai pas dit ce que je pensais, qu'elle l'était aussi. Je ne demande pas tout, a-t-elle continué. Juste un peu. Juste assez pour passer le mois. Je l'ai étudié. Le désespoir dans ses yeux n'était pas faux, mais il n'était pas nouveau non plus. C'était la même expression que j'avais vue une douzaine de fois auparavant, lorsqu'elle voulait emprunter ma voiture, lorsqu'elle avait besoin de loyer, lorsqu'elle avait besoin de quelqu'un pour co-signer un bail sur lequel elle avait ensuite fait défaut, toujours avec ce mélange parfait d'urgence et de droit. Je te l'ai déjà dit, ai-je dit tranquillement. Il n'y a plus rien à donner. Son visage s'est tordu. Tu mens. Tu as de l'argent. Tu ne veux juste pas le partager. Ce mot, partager, comme si on m'avait donné un prix, un coup de chance, au lieu de me battre pour atteindre la stabilité. Je l'ai gagné, ai-je dit simplement. Et je le garde. C'est laquelle a craqué. Oh, tu le gardes? Waouh, tu es incroyable. Sa voix s'est élevée. La porte d'un voisin s'est entr'ouverte, puis s'est refermée. T'entends-tu même? Tu accumules de l'argent tandis que ta propre nièce n'a pas de bonnes chaussures pour l'école. Je n'ai pas bronché. Alors peut-être aurais-tu dû y penser avant d'acheter un nouveau VUS l'année dernière. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est enflammée en quelque chose de vif et de laid. Tu crois être meilleur que nous, n'est-ce pas, juste parce que tu n'as pas d'enfant? Tu restes là-haut dans ton appartement propre avec tes petits tableaux et tes stupides vacances en solo, prétendant faire quelque chose de noble alors qu'en réalité tu es juste égoïste. Je l'ai laissé tout dire chaque syllabe, chaque insulte. Puis je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, on en a fini. Elle a cligné des yeux. Quoi? Plus d'appels, plus de visites, plus de conversations sur mes finances. Je ne suis pas ton plan de secours. Sa mâchoire s'est serrée. Tu ne peux pas dire ça. Je suis retourné vers la porte. Si. Prends soin de toi, Mélissa. Et puis je suis rentré et j'ai fermé la porte. Pas doucement, pas avec colère, juste fermement, comme si je fermais un chapitre. Je suis resté là un moment, mon front contre le bois, respirant lentement. Puis je me suis retourné, je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de faire des changements permanents. J'ai toujours pensé que la partie la plus difficile serait la culpabilité ou que si je m'éloignais vraiment, je ressentirais ce vide lourd et douloureux, comme si j'avais abandonné quelque chose de sacré. Mais lorsque je me suis finalement assis ce soir-là, l'ordinateur portable ouvert, un verre d'eau qui transpirait sur la table, mon téléphone qui vibrait pour la 5e fois en 1 heure, je ne me suis pas senti vide. Je me suis senti calme.
J'ai commencé par mon téléphone, j'ai bloqué Mélissa, j'ai bloqué maman, j'ai bloqué papa pas mis en sourdine, pas silencieux, bloqué de façon permanente. Puis j'ai ouvert notre groupe de discussion familiale et j'ai fait défiler, des photos d'anniversaire que j'avais payées, des messages sur « Peux-tu aider juste une fois ?» Des citations sur la loyauté familiale. Je n'ai même pas hésité. Supprimé. Archivé. Disparu. Je me suis connecté à mon courriel et j'ai filtré par leur nom. Des centaines de fils, collecte de fonds scolaires, lien GoFundMe, courriel culpabilisant avec « J'ai pensé à toi ». Sélectionner tout. Supprimer. Je suis même allé dans le stockage en nuage que j'avais créé pour toute la famille, de vieilles photos, des documents numérisés, des budgets partagés d'il y a des années, lorsque je pensais que nous travaillions réellement ensemble vers quelque chose. Un par un, j'ai supprimé mon accès, révoqué le partage, ne laissant aucune trace. Cela a peut-être pris 40 minutes. Puis je me suis assis en arrière et j'ai regardé l'écran noir. C'était calme pour la première fois depuis des années. Vraiment calme. Pas de demande, pas d'attente, pas de manipulation déguisée en amour. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas versé un verre. Je suis juste allé me coucher et j'ai dormi plus profondément que depuis des mois. Le lendemain matin, j'ai pris la deuxième plus grande décision de ma vie, j'ai résilié mon bail. Mon travail avait toujours été facile à distance, et j'avais envie de changer de toute façon. Alors j'ai fait mes valises, mes livres, mon ordinateur portable, quelques vêtements et une seule photo de moi enfant, souriant avec une dent de travers et des taches d'herbe sur mon jean. Ce garçon ne savait pas ce qui allait arriver, mais il a quand même tenu bon. J'ai quitté la ville 2 semaines plus tard. Pas d'au revoir, pas de notes, pas d'adresse de redirection, juste parti. J'ai trouvé un endroit tranquille dans le nord, une petite ville avec des rues larges, une bibliothèque avec une cheminée et des voisins qui saluent sans demander si vous pouvez co-signer quelque chose. J'ai eu un nouveau numéro, une nouvelle salle de sport, un nouveau rythme de vie qui n'incluait pas d'être le plan de secours de qui que ce soit. Et le meilleur ? J'ai trouvé de nouveaux amis. Des gens qui ne se souciaient pas de combien je gagnais, seulement de combien je riais à leurs histoires stupides, des gens qui apportaient de la soupe quand j'étais malade et qui ne s'attendaient à rien en retour, le genre de personnes qui respectaient une limite lorsque vous la tracez au lieu de la tester avec un sourire narquois. Un soir, assis sur mon porche avec une tasse de café et le bruit du vent dans les arbres, j'ai enfin compris quelque chose, vous ne devez rien à personne pour votre paix simplement parce que vous partagez le sang. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même, pour votre avenir, c'est de vous éloigner des personnes qui ont refusé de vous voir comme une personne et qui ne vous ont jamais vu que comme un fournisseur. Et une fois que vous l'aurez fait, vous ne reviendrez jamais en arrière. 3 semaines après mon déménagement, j'ai reçu une lettre ou une vraie lettre, écrite à la main, timbrée, renvoyée de mon ancienne adresse. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Une partie de moi s'attendait à ce que ce soit un appel désespéré de Mélissa, ou peut-être un message rempli de culpabilité de ma mère, mais ce n'était pas le cas. C'était de mon père. Court, une page. Une écriture cursive bâclée qui semblait écrite à la hâte. Brian, je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Ta sœur a des difficultés. Ta mère est très inquiète. La famille n'est pas quelque chose dont on s'éloigne simplement. Tu as fait passer ton message. Maintenant, rentre à la maison. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait, juste une demande enveloppée d'autorité paternelle, comme si j'étais un adolescent qui avait claqué une porte trop fort. Je l'ai plié, je l'ai posé sur la table et je l'ai regardé longtemps. Puis je me suis levé, je suis sorti et je l'ai jeté à la poubelle. Je n'avais pas besoin de conclusion. J'avais la paix, et je ne la rendrai pas pour personne. Cela s'est produit un mardi. J'étais au café que j'avais commencé à fréquenter, un de ces endroits tranquilles où le barista se souvient de votre nom et où personne n'est pressé. J'étais en train de boire une gorgée lorsque mon téléphone a vibré. Nouveau courriel. Objet, salut, c'est Kate. Kate, ma cousine. Nous n'avions pas parlé depuis des années, principalement parce qu'elle s'est toujours tenue à l'écart du drame familial. Elle a grandi à 2 états de là. Tranquille, observatrice, ne prend jamais parti. J'ai cliqué dessus. Salut Brian, j'espère que ce n'est pas bizarre. J'ai eu ton nouvel courriel de Rachel. Elle est cool. J'espère que c'est bon. Je voulais juste dire que j'ai entendu ce qui s'est passé. Je pense que tu as bien fait. J'ai vu comment il te traite.
Je me souviens des vacances où il se liguait contre toi et appelait ça des blagues. Je me souviens comment Mélissa s'en sortait toujours et qu'on s'attendait à ce que tu sois celui sur qui on pouvait compter. Je suis désolé de ne jamais avoir rien dit avant, mais je le vois maintenant, et je suis fier de toi d'être parti. Il n'y avait pas grand-chose de plus au juste, hein, prends soin de toi, et une petite note discrète en bas, si tu veux jamais parler ou rendre visite, tu as une place ici. Je ne me suis pas rendu compte à quel point ma poitrine était serrée jusqu'à ce qu'elle se détende. C'était petit, mais c'était important parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un de ma famille ne m'a rien demandé. Ils ont juste offert une main. Pas de lien, pas de culpabilité, juste de la gentillesse. Et cela m'a rappelé que toutes les personnes liées à votre passé ne font pas partie du problème. Certaines ont juste besoin de la permission de se montrer lorsque vous entrez enfin dans votre propre avenir. Ils m'ont trouvé. Je ne sais pas comment. Peut-être un relevé bancaire qui s'est échappé. Ou peut-être que quelqu'un de mon ancien travail a mentionné le déménagement. Mais un après-midi, je suis entré dans mon allée, et ils étaient là, mes parents, debout à côté de leur voiture comme s'ils venaient juste de faire une visite amicale. Mon premier instinct était de faire demi-tour, de partir, de faire semblant de ne pas les voir, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis garé, je suis sorti lentement, j'ai fermé la porte derrière moi et je n'ai rien dit. Ma mère a été la première à parler. « Brian, pouvons-nous entrer ?» J'ai secoué la tête. Non. Son visage s'est crispé, mais elle a insisté. Nous voulions juste parler, juste quelques minutes. Vous avez eu des années pour parler, ai-je dit. Vous les avez utilisées pour me dire combien j'étais égoïste. Mon père a croisé les bras. Tu as fait de cela quelque chose de plus gros qu'il n'avait besoin de l'être. Ta sœur était juste dépassée. Elle avait un sentiment de droit, ai-je répondu. Et vous l'avez défendu. Chaque fois, ils se regardaient. Ma mère a fait un petit pas en avant. Tu es toujours notre fils. Et j'étais votre fils lorsque vous vous êtes rangé contre moi, ai-je dit tranquillement, lorsque vous m'avez dit, la famille est de la famille, mais ne m'avez jamais demandé comment j'allais. Vous n'êtes venu que lorsque l'argent s'est arrêté. Le silence entre nous s'est étiré. Puis mon père a dit, alors c'est ça? Tu nous coupes? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il ne semblait pas en colère. Il semblait gêné. Et c'est là que j'ai su qu'il ne comprenait toujours pas. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Vous ne m'avez tout simplement pas cru. La voix de ma mère s'est brisée. Brian, s'il te plaît. Mais je suis reculé. Je vous souhaite tout le bien du monde. Mais on en a fini. Puis je suis monté les marches, j'ai déverrouillé la porte et je l'ai fermée derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Ce qu'il y a d'étrange à recommencer, c'est à quel point c'est calme au début. Après cette dernière conversation sur le pas de la porte, si on peut appeler ça comme ça, j'ai attendu. Je m'attendais à une autre lettre, un message vocal, peut-être même une embuscade sur les médias sociaux de la part d'un parent éloigné me disant de faire la paix tant qu'il est encore temps. Mais rien n'est venu. Ils ont finalement compris que je le pensais. Et dans ce silence, la vie a grandi. Je me suis retrouvé à me réveiller plus tôt non pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. La ville était paisible le matin, le café infusait, les voisins promenaient les chiens, le chant des oiseaux au lieu de la circulation ou des demandes. J'ai rejoint un groupe de randonnée locale au début juste pour l'exercice, mais cela s'est transformé en quelque chose d'autre, la camaraderie. Des étrangers qui ne connaissaient pas mon histoire, ne l'ont pas demandé, et m'ont quand même fait de la place sur le sentier. Nous avons échangé des histoires sur le temps, le travail, les films préférés. C'était léger, facile, guérissant. Au travail, j'ai commencé à faire du bénévolat pour des projets qui m'intéressaient vraiment. Je n'essayais plus d'impressionner personne. Je ne cherchais plus l'approbation. Je construisais de l'élan pour moi. Et puis il y a une aura. Nous nous sommes rencontrés dans une librairie, de tous les endroits. Nous avons atteint la même copie abîmée de l'Est des Édennes. Nous avons ri, nous avons parlé, nous avons pris un café ou le genre de connexion qui ne demande ni ne poursuit, qui se contente de cliquer. Elle ne m'a jamais rien demandé sur mon passé au premier rendez-vous ou au second. Et lorsque j'ai partagé, finalement, elle a juste écouté. Puis elle a dit, tu n'as pas quitté ta famille, Brian. Tu es allé vers toi-même. Cela m'est resté parce que, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que quelqu'un me voyait. Pas le fournisseur, pas le réparateur,
pas le portefeuille au juste moi. Cela s'est produit 6 mois plus tard. La vie s'était enfin installée dans quelque chose que je pouvais appeler la mienne. Mon appartement avait l'air habité, maintenant chaud. Il y avait des photos encadrées au mur, Nora et moi à un festival d'automne, un Polaroid du groupe de randonnée après avoir terminé notre premier sentier de nuit, et une vieille photo de moi enfant avec une dent de devant manquante, souriant comme si je ne savais pas ce qui m'attendait sur la route. Puis un soir, après une longue journée et un dîner tranquille, j'ai vu le courriel. Objet, veuillez lire ceci. C'était de Mélissa. J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir. Ma main a plané sur l'icône de la corbeille, mais la curiosité ou peut-être une partie de moi qui n'était pas encore complètement engourdie a gagné. Cela a commencé comme des excuses, ou a essayé d'en être. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Je comprends ça. Mais j'ai réfléchi à tout ce que tu as dit sur la façon dont nous t'avons traité, sur ce que tu nous as donné et comment nous avons réagi. J'étais en colère avant, sur la défensive, mais j'ai eu le temps de réfléchir. Au début, j'ai continué à lire. Puis elle l'a dit, je suis vraiment dans une mauvaise passe en ce moment. Le loyer est en retard. Les filles ont besoin de nouveaux vêtements. Et mon travail a réduit mes heures. Je ne demande pas beaucoup. Juste un peu d'aide jusqu'à ce que je puisse respirer à nouveau. Le voilà, enfoui à quelques centimètres d'excuses, comme toujours. Une main qui tend la main non pas pour renouer, pas pour se réconcilier, mais pour prendre. Elle a même joint une photo de ses enfants, la même photo que je l'avais vue affichée sur Facebook 2 semaines auparavant avec une légende sur « la vie de maman ». Ce n'était pas du remords, c'était une stratégie. J'ai fermé le courriel et j'ai regardé mon écran longtemps. Pas en colère, pas blessé, juste fatigué. Puis j'ai répondu. Mélissa, j'apprécie le message, et j'espère que tu trouveras le soutien dont tu as besoin, mais je ne peux plus être ce soutien. J'ai reconstruit ma vie, et la protéger signifie ne pas faire marche arrière. Je te souhaite, à toi et aux filles, tout le bien du monde. Brian. Pas de leçon, pas de venin, juste la vérité. J'ai appuyé sur envoyer. Quelques minutes plus tard, elle a répondu « Waouh, froid. Tu vas le regretter. » Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué l'adresse courriel. Puis je me suis tourné vers Nora, qui venait de se blottir à côté de moi sur le canapé avec une couverture et un livre, et j'ai demandé « Tu veux aller quelque part ce week-end ? Quelque part de tranquille ?» Elle a souri. Toujours. Et comme ça, j'ai avancé à nouveau. Parce que chaque fois qu'ils essaient de me ramener dans ce vieux rôle où le portefeuille, le réparateur, le pansement familial, je me souviens pourquoi je suis parti et pourquoi je ne reviendrai jamais. Parfois, les gens me demandent si je leur manque les dîners de famille, les vacances, les vieilles traditions. Et j'y pense brièvement, mais ensuite je me souviens de ce que ces dîners ressentaient. Comment chaque bouchée avait un prix. Comment l'amour dans cette maison était une monnaie que je devais gagner avec de l'argent, le silence ou le sacrifice. Non, il ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est la version de la famille que je pensais avoir.